Rouler toute sirène hurlante à 100 km/h, ça a l'air facile. Et pourtant, ces apprentis policiers de Los Angeles sont particulièrement concentrés, car l'épreuve de conduite est éliminatoire. Allez, tous en voiture, on se dépêche. Pour Reynolds, après 5 mois de formation, c'est le grand jour. J'ai toujours voulu faire ça. Dans ma famille, il y a 4 générations de policiers, et moi je jouais toujours aux gendarmes et aux voleurs. L'épreuve de conduite dure 1 heure sur un circuit qui reproduit tous les pièges de la circulation urbaine. Carrefour à angle droit, accélération, freinage d'urgence et toutes les conditions météo, y compris la pluie. Et maîtriser un engin de 2 tonnes sur une route détrempée, ça ne s'improvise pas. L'exercice consiste à l'occasion d'un freinage d'urgence à rester en ligne droite. Si l'épreuve de conduite est éliminatoire, c'est parce que de tels dérapages dans les rues de Los Angeles ne pardonnent pas. C'est maintenant l'épreuve de la course-poursuite. Un moniteur joue au délinquant en fuite qui va tout faire pour semer ses poursuivants, les élèves policiers. Celui-ci arrive à bloquer le fuyard à un carrefour. C'est maintenant au tour de Reynolds. Bon, maintiens toujours la même distance avec le méchant. Parce que si tu es trop près, c'est lui qui t'impose son rythme de conduite. Reynolds va tout faire pour ne pas être semé. Il se bat avec le volant. Il s'en sort plutôt bien. Mais l'exercice se complique lorsque le moniteur lui demande de répondre en même temps à un appel radio. Mauvais point pour Reynolds. Pendant ce temps-là, il s'est déconcentré et le fuyard a pris le large. Mais le policier qui joue au méchant est du genre compréhensif. Il ralentit sa cadence. Ah, il est sympa ton méchant, il t'attend. Bon, coupe la sirène. Alors, ça fait quoi? J'ai adoré, monsieur. Car Reynolds n'a jamais perdu le contrôle de sa voiture. Verdict? Ah, il a réussi, il s'en est bien sorti. Bon, Reynolds, n'oubliez pas d'utiliser toute la largeur de la route dans les virages. Vous avez tendance à prendre les virages trop secs. Bon, vous pouvez y aller. Reynolds a réussi. Dans quelques semaines, il rejoindra sur le terrain les hommes et les femmes de la plus grande police de Los Angeles, celle du shérif. Los Angeles, la 2e ville des États-Unis, sur la côte Pacifique. Capitale de l'Ouest américain, capitale du rêve américain aussi, la Cité des Anges compte 4 millions d'habitants, mais avec sa banlieue, elle dépasse les 10 millions. Une mégalopole ultra-moderne. Et pourtant, comme au temps du Far West, celui qui fait régner l'ordre et la loi, c'est le shérif. Avec le maire, c'est un des hommes les plus puissants de la ville. Ça, c'est l'étoile du shérif. Et voici 2 autres plaques. Pour veiller sur la population, le shérif dispose d'une petite armée de 10 000 hommes. Son premier problème, ce sont les gangs. Les hommes du shérif mènent la guerre à ces nouveaux desperados. Si tu me montres que mon fils est membre d'un gang, je te signe un papier et tu l'emmènes tout de suite en prison, d'accord? Dans les registres du shérif, il y a aujourd'hui 16 000 membres de gangs identifiés. Et le deuxième problème du shérif de Los Angeles, c'est la prostitution. Pour la combattre, il a mis au point une stratégie sulfureuse. Déguiser ses policières en prostituées. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire l'amour? Pour piéger les clients. Il dispose même de ses propres commandos pour les situations les plus dangereuses. Des commandos aux méthodes très controversées. Mais le shérif n'est pas un policier comme les autres. Il est élu pour 4 ans par les habitants de la ville et celui de Los Angeles est un véritable homme politique. Il a bâti toute sa popularité sur un programme musclé. Pas de quartier avec les hors-la-loi.
Le shérif dispose d'une dizaine d'hélicoptères, dont 3 survolent en permanence son territoire. Une flottille indispensable, tant sa juridiction est étendue. Il est à la tête du comté de Los Angeles, une mégalopole qui comporte 88 communes, bordées par la mer et par le désert. 100 fois la superficie de Paris, autant que la région Nord-Pas-de-Calais. Le comté va de la plaine jusqu'aux montagnes de San Gabriel, à 3000 mètres d'altitude, et même au-delà jusqu'au désert, le désert de Morave. Tout ça, c'est sous notre responsabilité. Une responsabilité immense. Avec ses particularités, les collines de West Hollywood et leurs villas de stars, mais aussi les immenses studios de cinéma, avec leurs décors en plein air. Les studios Universal, en fait, c'est comme une petite ville. On y patrouille. On y a même un commissariat. Le comté de Los Angeles, ce sont 10 millions d'habitants. À l'ouest, jusqu'à l'océan Pacifique, se trouvent les communes les plus riches. Marina del Rey, Santa Monica, Malibu. Ces villes résidentielles du bord de mer sont les plus tranquilles du comté. Mais à 20 km plus au sud, changement de décor. Nous patrouillons des zones très riches, jusqu'à des endroits où les gens ont de très faibles revenus. Des zones truffées de gangs, avec une énorme criminalité. En fait, le plus fort taux de criminalité, c'est dans les villes du sud du comté qu'on le trouve. Nous, c'est le genre d'endroit qu'on adore survoler. Sous nos yeux, de jolies maisons avec jardin, mais il ne faut pas se fier aux apparences. En hélicoptère, la zone peut être dangereuse à traverser. Vous voyez ça en bas? Toutes ces maisons là, en dessous. Ils aiment nous tirer dessus de temps en temps. Ah, c'est pas exceptionnel. Avec quelle arme ils vous tirent dessus? Avec tout ce qui leur tombe sous la main. Des 45, des 38, 32 mm, des Kalachnikov quand ils en ont. Il n'y a qu'à demander. Soudain, un appel radio. Le central leur demande de se rendre au-dessus d'une course-poursuite. Il y a une voiture qu'on essaie de repérer. Une voiture impliquée dans un braquage. Ah, je crois que c'est celui-là. Là, dans la file de droite, là. Sinon de la noire. L'hélicoptère est en liaison radio avec une patrouille au sol qui tente d'intercepter la voiture des braqueurs. C'est ce véhicule de couleur noire. Ça y est, on l'a. Avant même de s'arrêter, les hommes du shérif ouvrent les portes de leur véhicule pour se protéger en cas de tir. Ah, il est coincé. Au moment où le premier suspect sort de la voiture, 8 policiers le tiennent en joue. L'homme doit se mettre à genoux, les mains en l'air, et montrer qu'il n'est pas armé. Autour de lui, 12 voitures de shérif, soit 24 policiers. Et nous, dans l'hélicoptère. Si le suspect s'échappe en courant, on le surveille et on dit à la patrouille en bas quoi faire et où aller. En tout, 4 suspects sortiront sagement du véhicule, les uns après les autres. Affaire réglée. Braquage, course-poursuite, arrestation. C'est le quotidien des hommes du shérif, depuis 3 siècles. Le shérif, un personnage mythique aux États-Unis. Ce cavalier incarne la loi et n'hésite pas à se servir de son arme pour faire régner l'ordre chez les cow-boys au sang chaud. Quand il n'arrête pas les méchants, il joue le joli cœur auprès de ces dames. Mais le shérif, ce n'est pas seulement du cinéma. 1850,
George Burrill est le premier shérif de Los Angeles. Il n'a que 2 adjoints et fait la loi dans un comté de 3500 âmes seulement. En un siècle et demi, 30 shérifs se succèdent. 3 d'entre eux et 88 de leurs adjoints meurent les armes à la main. Le shérif et ses adjoints, une des traditions les plus ancrées dans l'histoire des États-Unis. Le shérif était aussi le bourreau. C'est lui qui devait pendre les condamnés à mort. Et vous faites encore ça aujourd'hui? Non. Vers 1870, les shérifs se sont rencontrés et ont dit que ça devait être de la responsabilité de l'État de Californie de faire ça. Une chose n'a pas changé depuis le Far West. Le shérif est toujours élu par la population. Leroy Baca est élu depuis 10 ans par les habitants du comté de Los Angeles. Shérif, c'est un poste politique. Voici le président Bush. C'est un de mes amis. C'est un des fonctionnaires les mieux payés des États-Unis, 180 000 € par an. Mais ce n'est pas de tout repos. Son élection a lieu tous les 4 ans. Il est donc toujours en campagne. Être élu, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait d'être élu. Les gens sont encore plus exigeants avec vous. Si vous faites des erreurs, il y aura beaucoup de conséquences. Et pour tout ce que vous faites de bien, vous serez récompensé. À chaque élection, j'ai été élu avec plus de 60% des voix. Une fois, j'ai même eu 72% des voix. Là, c'est mon 3e et dernier mandat. J'ai été élu avec 67%, ce qui veut dire que mes hommes travaillent bien. Century Station, un des 24 commissariats du comté de Los Angeles, au sud de la ville. Et voici des agents du shérif. Quel que soit leur grade, ici, ils sont tous adjoints. Ce jour-là, un briefing ordinaire. Encore un incident avec les adversaires habituels, les gangs. On va faire vite, les gars. Il y a eu une course-poursuite l'autre soir. Le capitaine et son stagiaire ont entamé une poursuite dans le quartier de Florence en direction de Monterey. Le passager du véhicule a pointé un flingue sur un gamin ou un type à vélo. Ils sont sortis du véhicule avec ce que la victime décrit comme une carabine ou un fusil de chasse. Comme ça. Ces 2 gars du gang des Playboy Gangsters. Aujourd'hui, les Playboy Gangsters sont dans le collimateur des hommes à l'étoile. Gustavo Carrillo est shérif adjoint depuis 15 ans. J'ai travaillé dans les prisons, dans les patrouilles, et maintenant je suis dans l'unité anti-gang. C'est quoi votre programme aujourd'hui? Identifier des membres de gang et les mettre en prison. Dans les commissariats du shérif, on a les moyens. Il y a des écrans pour que tout le monde soit au courant des dernières affaires. Par exemple, il y a eu un crime à 2h45, une attaque à main armée. Ça nous donne la description du suspect, son véhicule et l'arme utilisée. Les véhicules du shérif aussi sont à la pointe de la technologie. Ces voitures sont équipées d'un ordinateur qui permet de consulter le fichier des délinquants tout en roulant. Les informations transitent par ce disque dur gris, ici à gauche. À côté, ce petit boîtier crypte toutes les communications radio entre le véhicule et le commissariat. Sur le tableau de bord, un GPS très performant indique en permanence le déplacement des autres voitures du shérif. Sur le toit de la voiture, 4 caméras filment et détectent les plaques des véhicules volés ou recherchés. Quand la voiture du shérif identifie une plaque suspecte, l'ordinateur de bord se met en alerte. Cet équipement est en phase d'expérimentation. Aujourd'hui, il y a 30 voitures de ce type sur une flotte de plus de 2000 véhicules. 16 heures, Carrillo retrouve son collègue Martinez. On travaille toujours en binôme dans ce service, toujours avec un partenaire. C'est parti pour une ronde de 8 heures. Leur mission, prévenir la violence par leur présence dans les zones où sévissent les gangs. La zone que surveillent Carrillo et Martinez est la plus dangereuse du comté. 200 000 habitants, mais jusqu'à 90 meurtres par an, dont la moitié causée par les gangs. Direction Watts, un quartier noir très pauvre, aujourd'hui dominé par les gangs hispaniques.
C'est extrêmement violent ici. Il y a une longue tradition de violence dans ce quartier. Les grandes émeutes des années 60, c'était ici, dans le quartier de Watts. La violence, c'est d'abord celle des gangs aujourd'hui. Dans tout le comté de Los Angeles, les gangs marquent l'entrée de leur territoire en taguant leur nom sur le mur. MS-13, 18e rue, Florencia 13, ce sont les noms des groupes originaires du Salvador et du Mexique qui rivalisent aujourd'hui avec les anciens gangs noirs. 300 gangs se font la guerre pour contrôler la ville, où ils vivent de la drogue et du racket des commerçants. Ils recrutent chez les plus jeunes et leur violence est extrême. La guerre entre les gangs fait près de 150 morts par an. Impuissants à mettre fin au règlement de compte, les policiers en sont réduits à ramasser les cadavres. Mais ils ont beaucoup de mal à interpeller les assassins. Tous les soirs, Carrillo et Martinez cherchent à identifier de jeunes membres de gangs. Ils quadrillent le quartier. Eh, viens ici. Ils viennent justement d'apercevoir un jeune homme tatoué sur le dos. Qu'est-ce que c'est que cette pipe? Je sais pas, monsieur, je viens juste de la trouver par terre. En fait, ce n'est pas la pipe à crack, une drogue violente, qui intéresse le shérif adjoint. Ce sont ses tatouages. Vous êtes en liberté conditionnelle? Conditionnelle pourquoi? Possession d'armes à feu. Peut-être quel gang? Sentinel Boys. Quoi? Sentinel Boys. Les policiers vont inscrire les deux hommes dans leur base de données. Dans les fichiers du shérif, 16 000 membres de gangs sont déjà identifiés. On enregistre tous leurs tatouages, qui ils fréquentent. Par exemple, ce monsieur, nous l'avons vu avec cet autre monsieur. Donc pour nous, ils sont en contact, c'est de la fond équipe. Les tatouages indiquent de quel quartier ils viennent, à quel gang ils appartiennent. Ils sont fiers de leur quartier. Ils n'ont pas de problème à montrer de quel gang ils sont, ni d'où ils sont. On peut vous poser des questions? Ok, pas de problème. C'est la première fois que vous vous faites contrôler par les hommes du shérif? Non, monsieur. Combien de fois? Je compte plus. C'est quoi ces chiffres-là sur votre bras? C'est la 19e et la 2e lettre de l'alphabet. SBS. Et sur le ventre? SB, c'est pour Sentinel Boys. Sentinel, c'est le nom d'une avenue dans l'est de Los Angeles. Pour avoir le droit de tatouer sur son corps le nom du gang, ce Sentinel Boy a dû commettre plusieurs coups d'éclat. Vol, bagarre, ou pire encore. Mais aujourd'hui, la police n'a rien à lui reprocher. La pipe à crack était vide, il est relâché. Les policiers poursuivent leur ronde. Le travail de Carrillo et Martinez, c'est de sillonner le quartier et de contrôler systématiquement tout jeune portant un tatouage. Il suffit d'un rien pour se faire contrôler. Ces deux adolescents ont pressé le pas en apercevant la police. T'es en liberté conditionnelle? Oui. T'as quel âge? 14 ans. Tu as des armes ou quelque chose sur toi? Non, monsieur. T'es en conditionnel pour bagarre? Ouais. Tu t'es battu, c'est ça? Contre un type à l'école. Ça s'est passé il y a longtemps, à la petite école. C'est vrai? Ouais. Mets-toi là. Je vais vérifier que tu respectes bien ta conditionnelle. Tu es d'où? Le père vient défendre son fils. Il habite ici. On est à table. Vous me laissez parler? Je sais que votre fils est en liberté conditionnelle. Je suis déjà venu avant, d'accord? Regardez, c'est juste des gosses. Dupe ou non, devant la police, le père ne veut pas croire que son fils appartient à un gang. Si tu me montres que mon fils est membre d'un gang, je te signe un papier et tu l'emmènes tout de suite en prison, d'accord? Calmez-vous, calmez-vous. Devant la police, le père veut faire preuve d'autorité. Ils me disent que t'es un voyou. Mais montre-moi que t'es un voyou, petit con. Ça commence à me gonfler. Je suis en train de perdre patience, là. J'essaie d'être respectueux envers votre père, mais là, je suis pas loin de péter un câble. Et je vais vous dire une chose, je suis sur le point de le renvoyer en prison. Vous n'avez pas à savoir ce qui se passe? Non, non.
Son père voulait que je lui prouve son appartenance au gang. Malheureusement, je ne peux pas le faire sans aller au commissariat et lui montrer le dossier des précédentes interpellations et les aveux qu'il nous a faits. Il s'acoquine avec un gang local, mais le père ne peut pas accepter que son fils appartienne à un gang. Exercer un contrôle systématique des jeunes susceptibles d'être membres de gangs, quitte à les harceler, c'est la méthode du shérif. En une journée, Carrillo et Martinez contrôleront une quarantaine de personnes. Leur mission va durer jusqu'à 1 h du matin, toujours sur le même principe, la recherche des tatouages. C'est ce qui peut surprendre à Los Angeles. Tatoués par tradition et par fierté, les délinquants ne se cachent pas. Ce soir, justement, une belle prise. Sur un contrôle de routine, les policiers ont découvert les tatouages de cet homme. Il va rejoindre les membres de gangs recensés dans le fichier du shérif. Oh, tu t'es fait tirer dessus? Oui, 6 fois. Il est désormais considéré comme un suspect potentiel aux yeux de la police. Le soir, à Los Angeles, les gangs règnent sur des quartiers entiers de la ville. Malgré la police, malgré le fichage, dans le comté, chaque année, 150 personnes sont victimes de la guerre des gangs. La plupart des meurtres sont commis la nuit. La semaine dernière, un homme a été abattu sur ce trottoir. C'est la 67e victime de meurtre à Los Angeles depuis le début de l'année. À 26 ans, Rafael Pérez faisait partie du fichier gang du shérif. Sa sœur et sa femme le pleurent depuis une semaine. J'ai vu ce noir américain. Je l'ai juste vu traverser la rue en courant et j'ai vu mon frère sur le sol. Il s'était fait tirer dessus. Mon mec était super. Oui, bon, c'était un gangster, mais c'était le meilleur des hommes. Il aidait beaucoup les gens où qu'il aille. Les gens l'adoraient et il nous manquera toute la vie. Il appartenait à quel gang? Il appartenait au Florencia 13, du groupe des assassins. C'était un bon gangster, il aimait ces gars. Il ne laissait tomber personne. Ça fait tellement de mal, le racisme. Parce que c'est du racisme, les Noirs contre nous. Il tue beaucoup d'entre nous. Et ça n'est pas juste. Parce qu'on est des gens bien. On ne mérite pas ça. On ne mérite rien de tout ça. Rafael Pérez appartenait au Florencia 13, le plus gros gang de Los Angeles, celui qui tient le trafic de drogue dans la ville. Qui sont les gangs ennemis du Florencia 13? Pourquoi s'opposent-ils? S'agit-il vraiment de rivalité raciste? Nous avons réussi à rencontrer leurs adversaires, les All Crips Gang. Rendez-vous est pris dans leur quartier, Budlong. Le All Crips Gang est l'un des plus vieux gangs afro-américains présents dans tous les États-Unis. Il est apparu ici, à Los Angeles, il y a 40 ans, et contrôlait le trafic de drogue jusqu'à l'arrivée des Hispaniques dans les années 2000. Ces 3 membres du gang ont entre 18 et 28 ans. Ils acceptent de nous parler, chacun un joint à la main. Donc ici, c'est votre territoire? Ouais, tout ça, la 90e rue à la 103e. C'est nous les patrons. Si tu viens ici chercher la merde, tu vas la trouver. Tu vois ma gueule et mes potes ici? Qu'est-ce que vous pensez des gangs hispaniques? Ce qu'on pense des hispaniques, on les qu'ils rentrent dans leur pays manger leurs nachos. Ils nous détestent et on les déteste. Pourquoi? On ne sait pas. Vous êtes déjà fait tirer dessus? Par qui? Oh, par un gang ennemi. Un mec d'un gang ennemi. Il m'attendait à côté de ma maison. Il est venu me chercher dans ma voiture et il m'a tiré dessus. La police n'est pas venue avant facile 20-30 minutes. Ils ont laissé le nègre pisser le sang à mort. Après, ils m'ont demandé qui m'a tiré dessus. J'ai dit, mais c'est vous la police, c'est à vous de savoir. J'ai eu des broches ici, des plaques et une autre là, mon coude. Merde, encore une broche là. Qui vous a tiré dessus? Des hispaniques? Tout ce que je sais, c'est que c'est d'autres gangs qui nous aiment pas. Un autre gang de l'autre côté.
Ils veulent me voir mourir, mais malheureusement pour eux, je suis là et je respire. Et je les emmerde. On est comme les talibans ici. Tout ce qui existe comme arme, on peut tout trouver, même des grenades. Suffit d'avoir les contacts. Des armes de poing, des kalachnikovs, des Uzi. Soudain, des sirènes hurlent à quelques rues de là. C'est quoi cette sirène là? C'est la police? Ouais, c'est la police. L'ambulance, les pompiers. Quelqu'un a sûrement perdu la vie. C'est comme ça que ça se passe ici. Ah ouais, c'est dingue ici. J'ai perdu des cousins, des oncles, tantes, amis proches, meilleurs amis, amis de la famille, des gens du quartier. J'ai plus assez de larmes. J'ai déjà pleuré une rivière. Il n'y a plus de larmes qui sortent de mes yeux parce que tout ce qui peut arriver, ça m'est arrivé. Nous fonçons vers l'endroit d'où proviennent les sirènes. C'est un voisin qui a appelé la police après une fusillade. La victime a reçu une balle en pleine tête, mais l'homme est encore vivant. Carrillo et Martinez, les shérifs adjoints, ont été prévenus par radio. Ouais, il y a eu une fusillade juste là. On ne sait pas trop si quelqu'un a été visé, on n'a pas trop de détails. On est venu voir si c'est un rapport avec les gangs. On nous a dit de rester ici? Ouais, restez là, moi je veux voir ce qui se passe. Impossible de s'approcher. Seuls les enquêteurs ont accès à la scène du crime. Sur place, nous apprendrons quand même que les tueurs ont tiré depuis leur voiture, en roulant. Nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Pour connaître l'identité du mort, nous allons voir les inspecteurs du shérif le lendemain matin. On les appelle les bulldogs, un chien réputé pour son caractère têtu. Celui qui pourrait nous en dire plus sur le meurtre de la veille s'appelle lui aussi Carrillo. C'est l'homme aux bretelles. Le lieutenant Gil Carrillo est le patron des inspecteurs. Vous voyez, hier, on a eu plusieurs meurtres. On les a notés sur le tableau. Quand on nous appelle, on y va. Vous avez eu combien de meurtres hier? Hier, 3. Moi, je suis de garde jusqu'à 6h du matin. Ça nous fait encore 24 heures. À 10h35, la 103e affaire depuis le début de l'année dans le comté de Los Angeles. Une femme d'origine hispanique est retrouvée assassinée chez elle. Son meurtrier présumé sera retrouvé le jour même, au Mexique. À 15h02, un corps est découvert dans un quartier populaire proche du port. La victime est une femme. Son assassin n'a pas été retrouvé. À 1h05 du matin, un meurtre en pleine rue. La victime est cet homme dont nous avons filmé le corps. Il est à l'hôpital dans un état extrêmement critique. 10 heures après le meurtre, il est entre la vie et la mort et n'a toujours pas été identifié. 3 morts en quelques heures, une journée presque ordinaire pour les hommes du shérif. L'inspecteur Gil Carrillo retourne ce matin sur les lieux du meurtre. Et nous allons découvrir avec lui toute la sauvagerie de ces guerres de rue. Inspecteur depuis 27 ans, l'homme a enquêté sur des milliers de meurtres et vu des milliers de cadavres. Mais il a toujours le goût du métier. Il y a 2 ans, je suis allé sur 7 meurtres en 24 heures de temps. Et le shérif Baca m'a dit « Je ne comprends pas comment vous pouvez continuer à faire ça. » Que voulez-vous? J'adore me lever à 1h du matin pour voir un mort. Finalement, c'est pas si grave. Nous arrivons dans le quartier de Florence, le quartier du gang Florencia 13. L'inspecteur a pris ses précautions. Il sait que dans ce comté, le drame peut survenir à n'importe quel moment. Là, on est dans une zone dangereuse. Il vaut mieux être prêt à tout. Dans les médias, on parle tous les jours, toutes les semaines, du nombre d'Américains qui meurent en Irak. Mais nous avons plus de morts ici chaque année que de soldats tués à la guerre en Irak.
Et pourtant, personne ne s'insurge contre cette violence. Où sont les hommes politiques quand il s'agit de mettre fin à cette violence? Nous sommes de retour sur les lieux du crime. 12 heures après le meurtre, la vie a repris son cours au croisement de la 62e rue et de l'avenue Hooper. Seule une trace de sang sur le bitume témoigne de la fusillade. Il était 1h du matin quand ils m'ont appelé. On est venu ici avec mes enquêteurs du bureau des homicides. On peut dire que la victime est venue juste de là, depuis la 62e rue. L'homme roulait dans cette direction. Il était poursuivi par une camionnette. Ils lui ont tiré dessus, il a été touché à la tête, la balle est entrée et ressortie. Il a perdu le contrôle de son quad. Il a fini par tomber de son quad. Le quad s'est renversé. Il a été emmené à l'hôpital, il n'est pas encore mort, mais enfin, il est peu probable qu'il survive. Est-ce qu'il appartenait à un gang? Oui, il semble bien qu'il faisait partie d'un gang. D'après ce qu'on nous a dit hier, il faisait bien partie d'un gang. D'ailleurs, on a retrouvé plusieurs tatouages sur lui. Et puis, la façon dont il a été tué, c'est typiquement la façon d'agir des gangs. La victime est décédée une semaine plus tard. Il s'appelait Raphaël Tennis. Lui aussi appartenait au gang Florencia 13. Son assassin n'a toujours pas été identifié. À Los Angeles, 40% des meurtres sont liés à des gangs. Voici une femme qui aurait pu aider les inspecteurs à identifier le coupable s'il y avait eu des témoins. Son arme, c'est le bon vieux crayon à papier. Sandy Henslow dessine les portraits robots des suspects avec l'aide des victimes ou des témoins. Une spécialité des services du shérif. Regardez bien. La ressemblance est parfois frappante entre le dessin et la photo du coupable lors de son arrestation. Ces deux portraits que je vous montre ont été faits à partir d'une vidéo de surveillance. On a interrogé les témoins, mais ils étaient trop traumatisés pour donner une description. Ces deux individus ont tué un commerçant pour lui voler sa caisse. À partir d'une simple vidéo de surveillance, où les suspects ont le visage en partie caché, Sandy a réussi à dessiner leurs traits. Son sens extrême de l'observation lui a permis d'orienter les inspecteurs qui avaient pris une mauvaise piste sur l'identité du jeune homme au foulard. J'ai regardé la vidéo et j'ai vu cette jeune personne courir et je me suis dit non, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et de fait, c'était une femme. Ses cheveux sont coupés très courts, elle ressemble à un garçon, mais c'est une femme. Sandy avait vu juste. Les deux suspects ont été arrêtés suite à la publication de ces dessins. Ils sont actuellement dans 2 prisons du comté de Los Angeles. Sandy dessine aussi les victimes qui ne sont plus identifiables pour retrouver leur famille. Cette jeune femme a été brûlée au point de ne plus être reconnaissable. Je suis allée à l'autopsie, à la morgue. J'ai pris les mesures et je l'ai dessinée telle qu'elle avait dû être en des temps meilleurs. En fait, le nez n'est pas tout à fait ressemblant, mais qu'importe. Sa famille l'a reconnue et s'est présentée. En 15 ans, Sandy a dessiné plus de 1500 suspects. Ces portraits robots ont aidé les hommes du shérif à résoudre des dizaines de crimes dans le comté de Los Angeles. Quartier de l'aéroport. Le shérif dispose aussi de forces spéciales. Aujourd'hui, elles sont à la recherche d'un forcené retranché à l'intérieur d'une de ces maisons. Il est armé. Dans ce genre de situation, les policiers ont recours à une botte secrète, leur chien. L'animal part en éclaireur. Le chien revient, la voie est libre. A priori, les hommes peuvent avancer sans danger. 2 mois plus tôt, un tireur d'élite est mort d'une balle en pleine tête, victime d'un homme barricadé chez lui. C'est la première fois qu'un membre des troupes de choc meurt dans l'exercice de son métier, dans le comté de Los Angeles. Aujourd'hui, il n'y a aucun danger. Ce n'est qu'un entraînement. La tête au sol, le visage vers moi. Allongez-vous.
Gilet pare-balles, casque, fusil d'assaut. Et bien sûr les chiens, dressés pour localiser le suspect. Suspect, tournez-vous vers moi! Couchez-vous au sol! Une règle d'or, ne jamais perdre de vue l'animal. Quand le chien tourne en rond avec la tête en l'air, c'est l'alerte maximale. Ça signifie que le chien est sur le point de trouver le suspect. Le chien, la fierté des hommes du shérif. Je crois que ça vient de l'utilisation militaire dans les années 50-60, peut-être même dans les années 40. Et je sais qu'en Europe, ils s'en servent beaucoup. D'ailleurs, c'est là qu'on achète nos chiens. Je crois pas qu'on ait inventé l'usage des chiens, mais on a élevé l'utilisation du chien quasiment à un art. On a beaucoup de succès avec. Beaucoup de succès, sans doute, mais aussi une bavure. Les hommes du shérif ont parfois la gâchette facile. Cette nuit-là, le chien n'aura pas eu le temps de neutraliser le forcené. Les policiers ont tiré trop vite, 81 balles au total. Le chien aussi est abattu. Luis Carrillo est l'avocat de plusieurs victimes de bavures de la police de Los Angeles. Il a défendu la famille du jeune homme devant les tribunaux. Pour analyser les responsabilités des policiers dans ce drame, Luis Carrillo a obtenu cette vidéo tournée par les équipes du shérif. Août 2003, quartier de Compton, une des banlieues les plus pauvres de Los Angeles. Un appel radio signale une dispute conjugale. Le suspect, DeAndre Brunston, 23 ans, est sous un porche devant la maison d'un voisin. Il refuse de se rendre. La main droite cachée sous un oreiller, il prétend avoir une arme. J'ai un flingue, compris? Les policiers postés face à lui ne le savent pas, mais en fait, l'homme n'est pas armé. Ce qu'il cache dans son dos, c'est une simple sandale. Hé, caméra! Tout ce que je dis, c'est que je vais me rendre, je vais poser le flingue. Tout ce que je veux, c'est parler à la femme qui porte mon enfant dans son ventre. C'est tout. Je veux rien faire d'autre. Si je peux parler à la femme qui porte mon bébé dans son ventre, je me rends. Sinon, je vais mourir ici. Il expliquait qu'il voulait voir ou parler à sa copine au téléphone avant de se rendre, et que tout serait résolu pacifiquement. Il serait descendu de ses marches, il l'aurait arrêté, il n'y avait pas besoin de le tuer. Au bout de 15 minutes de palabres, le lieutenant qui dirige les opérations menace d'envoyer un chien. Si le chien me mord, je lui tire dessus. Vous voyez l'ombre là? C'est le chien. Le premier maître chien arrivé sur la scène a compris que ce n'était pas une situation dans laquelle il pouvait utiliser son chien. Les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse lâcher son animal. Il a refusé d'envoyer son chien. Alors le lieutenant a ordonné au second maître chien de lâcher son animal pour qu'il attaque l'homme. C'est ta dernière chance! Rends-toi ou le chien va te mordre! Pose ton arme! C'est ta dernière chance! C'est la décision de lâcher le chien qui va précipiter le drame. À l'instant où il s'est levé, quand il a vu le chien, il a jeté la sandale par terre. Mais c'était trop tard. Ils ont déjà commencé à lui tirer dessus. L'homme recevra 22 balles dans le corps. Mais les adjoints du shérif auraient-ils pu faire autrement? Avaient-ils vraiment le choix? Hé, vous voyez une arme? Cette nuit-là, ils ont tiré sans avoir vu d'armes. Que doivent faire les policiers lorsqu'ils sont confrontés à un homme qui, sans montrer d'armes, prétend en avoir une? Nous avons posé la question à l'un des formateurs des forces spéciales du shérif. On ne peut pas tirer sur quelqu'un parce qu'il dit être armé.
ou parce qu'il nous menace en disant qu'il posséderait une arme. S'il nous dit « j'ai un flingue, si tu t'approches, je te tire dessus », on ne peut pas lui tirer dessus juste parce qu'il nous menace. On ne voit pas d'arme, il n'y a donc pas de menace immédiate. Dans ce genre de cas, on doit essayer d'amener l'individu au dialogue. Et puis, on a plusieurs armes non mortelles, comme les flashballs ou des balles en caoutchouc. Le 23 août 2003, les agents du shérif n'ont pas suivi cette procédure. Pourtant, lors du procès, les policiers ont été blanchis parce qu'ils avaient vraiment cru que l'homme était armé. L'officier qui dirigeait l'opération avait déjà tué 2 hommes dans l'exercice de ses fonctions. Il a récemment été promu capitaine. Aux États-Unis, les agents du shérif sont au-dessus des lois. Ils sont rarement poursuivis pour avoir tué un homme. Très rarement. Les habitants de ce pays, les juges, les procureurs, n'aiment pas remettre en question ce que font les policiers. Ils jouissent d'une totale impunité. En réalité, nous ne sommes pas égaux devant la loi aux États-Unis. L'avocat a tout de même obtenu 300 000 $ de dommages et intérêts pour la famille du jeune homme. À Los Angeles, la majorité de la population soutient le travail du shérif et de ses adjoints, surtout quand il s'agit de lutter contre la prostitution, un délit en Californie. Avec la hausse de l'immigration venue d'Amérique latine, plusieurs milliers de femmes se prostituent dans les quartiers pauvres du comté. Les riverains se plaignent. Le shérif a donc décidé de réagir pour satisfaire ses électeurs. Il a choisi de s'en prendre non seulement aux prostituées, mais aussi à leurs clients. Nous sommes au commissariat de Compton avec la brigade des mœurs. Briefing juste avant une opération si sensible qu'il sera impossible de montrer les visages des participantes. D'habitude, elles travaillent comme surveillantes dans une prison du shérif, mais aujourd'hui, elles sont en mission spéciale. En échange d'une journée de repos, elles vont pour quelques heures changer de métier. Bon, on va piéger les clients de prostituées dans la ville de Compton. Piéger les clients. En clair, dans quelques instants, ces shérifs adjointes vont se relayer sur le trottoir, déguisées en prostituées, pour attirer et arrêter les clients. Parmi elles, 3 nouvelles recrues plutôt nerveuses. C'est leur première fois. Bon, vous êtes plusieurs sur le trottoir, vous avez chacune un client, super. Vous les amenez dans la chambre et vous dites « Ma copine vient aussi et on se fait un truc à 4, ok ?» N'ayez pas peur d'utiliser de mots grossiers, c'est comme ça que leur parlent les prostituées. La sécurité des agents féminins est prise très au sérieux. Une dizaine d'hommes armés seront là pour les protéger. Si vous voyez un flingue, si le mec est nu dans sa voiture, s'il a son pénis en main et s'il fait des choses qu'il n'est pas censé faire avec, utilisez un mot de code pour nous le faire savoir. Par exemple, je peux vous aider ? Vous voulez que je fasse ça à votre place ? Vous pouvez utiliser différentes terminologies. Ah, vous avez un gros calibre. Les agents qui vous écoutent sur le réseau comprendront que c'est une situation d'urgence. Dites ce que vous voulez. Il a un pistolet, il a un couteau. Si c'est une situation d'urgence, levez les mains et reculez. C'est dans cet hôtel modeste que les agents du shérif vont tendre leur piège. Le patron de cet hôtel, connu pour fermer les yeux sur le travail des prostituées dans ses murs, n'est pas en mesure de s'opposer à la présence de la police aujourd'hui. Pour commencer, petite séance de maquillage et mise en condition. C'est la première fois que Candy, la rousse, va servir d'appât. Je me sens un peu nerveuse. Juste un peu. Qu'est-ce qui vous rend nerveuse ? De pas dire ce qu'il faut, ou de dire ce qu'il faut pas, ou de ne pas être assez aguicheuse. Enfin, je sais pas. Ah, moi je paierais pour ça, c'est clair. Et toi, tu paierais ? Ah ouais, je paierais pour ça. Le temps d'une photo souvenir. Et c'est parti.
Les agents du shérif, Maria, Carmen, Suzy, Candy, vont se succéder sur le trottoir pendant plusieurs heures. Dès qu'un homme sollicitera ou acceptera une relation sexuelle contre de l'argent, il sera arrêté. C'est la loi. Cachés dans des voitures, des policiers en civil donneront l'alerte par radio. En embuscade dans une des chambres, les agents menotteront les clients dès qu'ils entreront dans la pièce. C'est la première fois que Maria joue les prostituées. Et pour une première fois, elle n'a pas froid aux yeux. Regardez ce gars qui vient à pied. Je crois qu'il est tenté. L'homme mord à l'hameçon. Il part chercher de l'argent dans sa voiture. Mais pendant ce temps-là, un autre client semble s'intéresser à Maria. Il est dans cette voiture rouge. Maria se passe discrètement les mains dans les cheveux pour signaler aux agents que la tractation sexe contre argent lui a été proposée. Regardez, le premier type revient. Oula, elle en a deux. Le premier client est en train de revenir. Au cas où il changerait d'avis et ferait demi-tour, je le verrai et la patrouille l'interpellera. 20 secondes plus tard, les deux hommes se retrouvent menottés par les agents du shérif. Ils sont entrés dans cette chambre sans se douter de rien. Et pour cause, la télé diffusait un film porno, comme le font les vraies prostituées dans leur chambre d'hôtel. C'est une diversion. Ils entrent dans la chambre, ils regardent la télé, ils sont tout excités et ils ne se doutent de rien. Ces deux individus ne seront pas les seuls à se faire piéger aujourd'hui. À chaque fois, c'est la même procédure. Les clients sont pris en photo avec l'agent qui les a piégés. Au cas où ils disent « ce n'est pas moi, je ne suis jamais allé là-bas », nous avons une photo. Les agents du shérif prennent leurs noms et vont les transmettre au tribunal. Un juge les condamnera à des travaux d'intérêt général, à une amende comprise entre $100 et $2500, voire à une peine de prison en cas de récidive. Que pensent les principaux intéressés de ces méthodes ? Bonjour, on est la télé française de Paris. Est-ce que je peux vous poser une question ? Non, merci. Entre rire jaune et colère, aucun d'entre eux n'a souhaité répondre à nos questions. C'est maintenant au tour de Suzy. Pour attirer les hommes, son truc à elle, c'est la sucette. Ce bonbon, c'est pour vous rassurer ? Non, c'est juste quelque chose pour m'occuper, avec ma bouche. Suzy fait sa mijaurée. Mais vous allez le voir, l'agent du shérif n'hésite pas à aller jusqu'à l'incitation directe. Salut, qu'est-ce que tu cherches ? En fait, c'est un client de l'hôtel. Il n'est pas intéressé, mais Suzy continue de jouer la pousse au crime. Qu'est-ce que tu veux ? Faire l'amour ? J'ai des copines à l'intérieur. L'homme n'est pas intéressé. Celui qui tombera dans le piège de Suzy, le voici, au volant de sa camionnette jaune. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire l'amour ? Mais l'homme est méfiant, il se doute de quelque chose. C'est pas un piège au moins. Quoi ? T'es pas de la police ? Non. Suzy est décidément très bonne comédienne. Retour triomphal. Bravo l'artiste. Jouer les fausses prostituées, inciter les hommes pour les punir ensuite, la méthode pourrait paraître presque immorale, mais pour la brigade des mœurs, c'est une bonne façon de s'attaquer à la prostitution. T'es nerveux ? Pourquoi t'es nerveux ? L'un des clients va payer le prix fort de cette méthode. C'est Carmen qui est à la manœuvre. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire l'amour ? Une fellation ? Le jeune homme est en liberté conditionnelle. Il le sait. Au moindre faux pas, le juge le renverra derrière les barreaux. Un joli coup pour Carmen. Il est fiché pour outrage sexuel. Et il est en liberté conditionnelle. Donc, il retourne en prison.
Pour celui-là, c'est retour dans la prison du shérif. Au total, une vingtaine d'hommes seront tombés dans le traquenard. Et aussi 2 prostituées latinos. 2 vraies celles-là, qui venaient prendre leur service sur le même trottoir. Les agents du shérif doivent maintenant rédiger leur rapport de police. Elles doivent déposer sous serment le contenu des discussions qu'elles ont eues avec les clients. Cette pièce sera versée au dossier. Il m'a dit « Je veux faire l'amour » en espagnol. Je lui ai dit « Tu veux me faire l'amour ?» Et il m'a dit « Oui ». J'ai dit $80. Il m'a dit OK. Et voilà. Piéger les clients potentiels, une méthode discutable. Mais le shérif ne fait pas dans le détail car il sait que la lutte contre la prostitution plaît à ses électeurs. Vous pensez que ça marche vraiment? Qu'il y a moins de clients de prostituées? Ouais, je pense. Ils ne viennent plus dans les rues où on a travaillé. Certains vont en prison, d'autres ont peur de se retrouver en prison et ne recommencent plus. Quant à ceux qui feront ça toute leur vie, ils iront le faire ailleurs. La brigade des mœurs traque les clients une fois par mois, chaque fois dans un quartier différent. Mais cela ne suffit pas à éradiquer la prostitution. Lorsque nous sommes repassés dans le quartier quelques jours plus tard, des prostituées étaient là, devant le motel voisin. À Los Angeles, les hommes du shérif n'en ont pas fini de faire régner l'ordre et la loi.